Jalel Archaoui, bonjour. Bonjour. Après la mort le 12 mai du chef de la milice SSA, est-ce que le Premier ministre, Abdelhamid Dbeibah, sort renforcé sur la scène libyenne ? Si c'était arrêté là, oui, j'aurais répondu oui. C'est-à-dire que les opérations que vous décrivez, qui ont eu lieu le 12 mai, étaient des opérations violentes, mais qui étaient menées d'une manière chirurgicale et très bien exécutées. Si bien que si tout le monde était allé se coucher le lundi à minuit sur ses victoires tactiques, c'est-à-dire le fait de démanteler une brigade importante connue pour ses pratiques tortionnaires, pour sa corruption, etc., et qui en plus tenait tête, pas d'une manière féroce, mais qui tenait tête quand même au Premier ministre, eh bien, un certain nombre d'États étrangers auraient applaudi, et le Premier ministre Dbeibah, reconnu par l'ONU, je vous rappelle, aurait pu se servir de cette opération réussie pour intimider les autres challengers qui existent à Tripoli. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est senti renforcé. Il pensait avoir une espèce de baraka. Voilà, et il se dit tout ce que je touche se transforme en or. Donc je vais me lancer dans une nouvelle aventure contre une autre milice qui n'a strictement rien à voir avec le SSA que vous avez mentionné. Je parle cette fois-ci de la force de dissuasion Rada, qui tient le seul aéroport opérationnel de la capitale libyenne, le Mitiga. Et cette seconde phase de cette aventure, c'est-à-dire mardi soir, a donné lieu non pas à un succès comme lundi, mais ça a donné lieu à un fiasco. Le 13 mai, il s'est cassé les dents. Il s'est cassé les dents et ça s'est traduit par une très grande violence. Donc c'est un véritable massacre. Il y a eu quelque part entre 50 et 70 morts en 24 heures, dont des civils, en plein centre de Tripoli. Et ça a été fortement rejeté par la population. Et d'autant que cette milice Al-Rada, elle a des soutiens à l'extérieur de Tripoli, non ? Moins qu'avant. Elle est très bien organisée, elle est un petit peu entêtée. Elle reste très utile pour la Turquie. Donc la Turquie est connue comme étant un appui important pour le Premier ministre dont on parle, qui a attaqué une autre entité liée à la Turquie. Donc c'est pour vous dire un petit peu les contradictions dans la politique turque, en tripolitaine. Mais je n'aurais pas trop tendance à insister sur le soutien international de Rada. Par contre, depuis qu'il est clair qu'elle ne s'entend pas avec le Premier ministre, elle a restauré ses liens avec la famille Haftar à Benghazi. Donc c'est une milice qui déjà, avant la grande guerre de Tripoli en 2019, était connue pour maintenir une espèce de dialogue, même de lien, voire logistique et financier avec la famille Haftar. Et bien tout cela est revenu ces dernières années. Aujourd'hui, pour moi, la force de Rada, qui est à Mitiga, est clairement liée, donc une espèce d'alliance tactique avec la famille Haftar à Benghazi. Donc on a aujourd'hui un très fragile équilibre à l'intérieur de la capitale entre le Premier ministre Dbeibah et la force Rada. Oui, et c'est pas le seul challenger, c'est ça qui rend les choses difficiles. C'est que Tripoli, du fait d'une espèce de débâcle de la nuit de mardi à mercredi, aujourd'hui, Tripoli est poreuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les adversaires du Premier ministre Dbeibah à Zaouïa est une ville de 300 000 personnes située à 45 km à l'ouest de Tripoli. Il y a des forces de Zaouïa qui sont contre le Premier ministre, qui ont réussi à pénétrer le flanc ouest de la ville de Tripoli. Il y a d'autres acteurs qui ont réussi à rentrer. Donc il y a des acteurs qui viennent de partout de Libye qui pourraient rentrer demain. Alors tout de même, Abdelhamid Dbeibah, le Premier ministre, il a un atout, c'est Misrata, la cité-État qui est à l'est de Tripoli et qui exerce une sorte de tutelle stratégique sur tout l'ouest de la Libye depuis au moins 5 ans, non ? D'abord, vous avez raison de parler de Misrata, c'est extrêmement important. Mais je ne dirais pas les choses de cette façon-là. En ce qui concerne le dossier de Dbeibah, c'est quand même un personnage qui n'a pas beaucoup aidé sa ville. Donc il s'est targué de venir de la ville de Misrata, il a utilisé sa ville, qui est une ville très importante sur le plan commercial, extrêmement dynamique, avec beaucoup d'hommes d'affaires qui ont réussi, etc. Mais c'est pas un bloc, Misrata. Il y a une partie qui est effectivement pro-Dbeibah. Il y a une autre partie qui est plutôt neutre, dont des brigades qui sont aujourd'hui dans Tripoli et qui essaient de maintenir un peu le calme. Et il y a d'autres brigades, il faut imaginer un réservoir de brigades que Dbeibah aimerait bien recevoir comme étant des alliés à l'intérieur de cette crise tripolitaine et qui ne bougent pas, qui ne lèvent pas le petit doigt actuellement, parce qu'elle ne l'aime pas. Et donc, c'est vrai que, par exemple, en 2019, la force principale qui avait permis à Tripoli de résister contre l'agression du maréchal Haftar, c'était les forces de Misrata. Donc vous avez raison d'en parler, mais aujourd'hui, je ne dirais pas du tout que Misrata est entièrement mobilisé pour défendre un de leurs enfants, c'est-à-dire le Premier ministre Dbeibah, pas du tout. Est-ce que 6 ans après son échec devant Tripoli, le maréchal Haftar peut prendre sa revanche ? Déjà, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, la famille Haftar est beaucoup plus riche, elle a beaucoup plus d'argent, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'activités illicites qui ont vraiment renfloué ses caisses. Donc elle a vraiment une espèce de trésor de guerre qui est beaucoup plus important qu'en 2019. Elle a beaucoup plus d'hommes. Ces hommes sont mieux entraînés. Il y a une présence russe qui est plus importante. Il y a un arsenal aussi qui a été
été acquis. À chaque fois qu'ils ont fait de l'argent, ils ont toujours consacré un certain pourcentage à l'acquisition d'armes en violation de l'embargo onusien. Donc la famille Haftar est beaucoup plus puissante aujourd'hui qu'en 2019. Et donc elle est en train de pas juste regarder la crise à Tripoli. Il y a des acteurs aujourd'hui, des acteurs armés, qui sont aujourd'hui à l'intérieur de Tripoli et qui sont, si vous voulez, des proxys de la famille Haftar. Donc ce ne sont pas des brigades de la famille Haftar, mais ce sont des alliés extrêmement étroits, extrêmement fiables du point de vue des Haftar. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant que la situation de Tripoli a été clairement fragilisée, eh bien la famille Haftar se dit bon, on est très confortable à l'est, on est très confortable à l'ouest. On voit que le Premier ministre à Tripoli a fait une bêtise et donc tout cela devient plus poreux. Donc on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Ça, c'est une certitude. Et ça, c'est les ingrédients de la prochaine crise. Mais est-ce que le Turc Recep Tayyip Erdogan, dont les drones ont été décisifs il y a 6 ans contre le maréchal Haftar, est-ce que ce président turc va laisser faire? D'abord, ce qui est très intéressant par rapport à cette nuit horrible de mardi à mercredi, du 13 au 14 mai. C'est ça. Donc pendant cette nuit-là, le Premier ministre Dabaiba, qui a toujours reçu le soutien des Turcs, parce que c'est pas juste le Premier ministre, c'est aussi le ministre de la Défense, il a le droit d'utiliser sa propre flotte de drones qui ont été acquis avec l'argent libyen, etc. Et il pensait avoir une certaine autonomie opérationnelle. Il a essayé de faire des frappes, il a essayé de lancer des frappes aériennes en utilisant ces fameux drones turcs, et l'État turc a rendu cela impossible. C'est-à-dire qu'ils sont intervenus pour désactiver les drones en question. Donc c'est pour montrer l'attachement de la Turquie par rapport à la paix. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas non plus que ces drones soient utilisés pour des batailles intestines entre Libyens. Cela étant dit, moi je considère que la Turquie n'est pas une créature parfaite. À la fin des fins, la Libye, c'est le pays des Libyens, et ces Libyens sont déterminés et décidés à se battre, ils vont se battre. Donc pas d'élection avant très longtemps? Non, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce que certains États comme la Grande-Bretagne évoquent, c'est un scénario où seules des élections parlementaires aient lieu. Et ça pourrait être tout à fait faisable. Et si, effectivement, on rafraîchit le Parlement pour la première fois depuis 2014, on pourrait se retrouver avec un Parlement relativement légitime, divers, voire représentatif. Il ne faut pas trop non plus se faire des illusions, mais le simple fait d'avoir un nouveau Parlement pourrait créer un élan pour constituer un gouvernement qui serait, pour la première fois, élu en Libye. Première fois, en tout cas, en plus de 10 ans. Donc ça, c'est un scénario qui est tout à fait faisable. Je ne suis pas en train de l'exclure sur les 12 mois à venir. Mais ne dit-on pas que Abdelhamid Dbeibah a très peur de perdre de telles élections et qu'il va tout faire pour qu'elles n'aient pas lieu? C'est ce dont on parle. La violence dont il a fait preuve, c'est lui qui essaye de trouver une astuce, militaire en l'occurrence, pour apparaître comme étant incontournable. C'est lui qui essaye de dire à l'univers entier qu'il n'était pas juste toléré à Tripoli, qu'il était sur le plan militaire capable d'asseoir son autorité d'une manière absolument dominatrice et montrer qu'il était en maîtrise totale de l'ensemble de Tripoli et que tout challenger serait détruit. C'est ça qu'il voulait faire. Et il le faisait pour pouvoir rester encore plusieurs années. Et ça a échoué. Et c'est ça qui vous fait penser qu'on ne sait jamais, si Abdelhamid Dbeibah doit s'effacer, il peut y avoir des élections. Il peut y avoir des élections. En même temps, il ne faut pas non plus croire que si demain la famille Dbeibah devait quitter le pays, par exemple, eh bien on se retrouverait face à des bisounours. Je suis aussi très inquiet par rapport à la situation. Il y a des problèmes que vous avez évoqués. Misrata voudra contrôler Tripoli. La famille Haftar de Benghazi voudra contrôler Tripoli. Et là, on aurait tous les ingrédients, malgré le départ de Dbeibah, le départ hypothétique de Dbeibah, parce qu'il n'est toujours pas décidé à partir. Mais s'il venait à partir, ce ne serait pas la panacée. Il y aurait quand même tous les ingrédients pour une crise extrêmement grave, voire un retour à la guerre civile. Jalel Archaoui, je vous remercie.